Bonjour à tous, je suis Agnès Touraine, ancienne dirigeante dans l'édition notamment et des jeux vidéo. Aujourd'hui, je préside l'Institut français des administrateurs, donc, qui définit la gouvernance en France. Et je m'occupe notamment beaucoup de transformation numérique. Alors, quand José m'a dit tu présides la table ronde, je me dis dans l'entreprise libérée d'aujourd'hui, on ne préside plus. Je ne suis ici, comme on dirait aussi dans l'entreprise libérée, que pour mettre en valeur les talents des contributeurs. Je ne suis là que par les talents des trois personnes qui sont autour de moi. Et ma légitimité ne repose sur rien, si ce n'est un passé qui aujourd'hui n'a plus d'avenir, si on peut dire. Et je crois que ça définit bien aujourd'hui l'évolution de l'entreprise. J'ai pendant 4 ans notamment animé une conférence ici à Sciences Po sur le comportement des organisations, ce qu'on appelle aux États-Unis l'organizational behavior, qui est d'ailleurs intéressant puisque c'est une thématique qui est très très développée aux États-Unis. J'ai fait mes études après Sciences Po à Columbia, qui est relativement peu développée en France, ce qui est d'ailleurs dénote quelque chose qui méritera un jour d'ailleurs un débat, puisqu'aux États-Unis on reconnaît bien évidemment que l'organisation behavior, que les organisations et l'organisation des entreprises est directement liée à la rentabilité, à la profitabilité. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je crois qu'il faut toujours garder en mémoire que toutes les évolutions de l'entreprise ont un seul objectif, bien entendu, qui est soit une augmentation, une optimisation, ce qu'on appelle des modèles. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que cette optimisation des modèles, de rentabilité, bien sûr, repose bien évidemment sur une mise en valeur de la personne, du salarié, mais comme on l'a vu ce matin, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça encore? En tout cas, les salariés, de nouveau, ne se sont plus appelés salariés, mais collaborateurs. Cette remise au centre, si je puis dire, de l'élément humain a des vertus, mais aussi, évidemment, beaucoup d'interrogations. Et on ne voit pas tellement pourquoi, et on va en débattre aussi, pourquoi les nouveaux modèles, les modèles de libération, n'entraîne pas aussi, bien entendu, des aliénations autres et aussi très importantes, et on le verra avec notre intervenant. Au début, j'ai dit ça en sourire, mais pas du tout. Si vous voulez, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, ce qui est frappant dans l'entreprise, c'est aujourd'hui la différenciation des modèles et le stress que cette différenciation des modèles met sur, alors on verra encore une fois, les collaborateurs de l'entreprise, voire les participants de l'entreprise, notamment vous avez les anciens modèles et les nouveaux modèles de façon très claire. Vous avez les anciens modèles avec la prérogative des symboles, le président, le bureau, les étages, la hiérarchie, les modèles, les outils, les reporting, et les nouveaux modèles qui reposent sur ce qu'on appelle le syndrome Bob. Même si vous ne connaissez pas les personnes dans l'entreprise, vous l'appelez Bob Tu. Vous arrivez forcément en t-shirt et pas en basket. Forcément en t-shirt et basket et surtout pas en costume, etc. Donc vous êtes forcément en open space, vous êtes forcément plus ou moins assis à côté du patron, d'ailleurs vous ne savez pas très bien qui est le patron. Vous partagez vos smoothies à la cantine avec tous vos camarades. D'ailleurs, les smoothies sont gratuits, alors que dans l'entreprise traditionnelle, le café, quand il est accessible, est évidemment payant. Et vous vous rappelez de la machine des assistants sur les bureaux. Donc il y a toute une sorte de liturgie, de symboles, etc., qui est extraordinairement présent, qui évidemment n'est pas gratuit. Et juste pour anecdote, et je reviens avec ça, j'ai passé 3 jours dans une grande entreprise américaine qui fait partie des GAFA. J'ai été absolument saisie par le modèle organisationnel, c'est-à-dire tous entre 23 ans et 30 ans, 35 ans, tous avec le même t-shirt, les mêmes baskets, et vraiment en batterie. Et j'ai une image de la coupe qui m'est venue du poulet en batterie. C'est-à-dire qu'ils étaient des rangs entiers devant les ordinateurs, avec un espace de travail comme ça, c'est-à-dire la place de l'ordinateur, plus 20 cm de chaque côté, bien évidemment avec des ballons, des cuisines, des baby-foot, etc., à intervalles absolument réguliers, à faire des tâches extrêmement répétitives, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que c'est vraiment la joie et la bonne humeur? Peut-être pas. Et probablement qu'on va assister de nouveau à une évolution de ces modèles, parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est évidemment tout ça génère un peu beaucoup, éventuellement des questions de stress, et on va voir aussi ces modèles de management, parce que le cœur de tout ça, c'est le modèle de management. Est-ce que le management va disparaître ou pas? Vous
vous allez me répondre en partie, en tout cas ça me questionne, probablement pas tel qu'il est, mais encore une fois, ce qui est vraiment intéressant dans les évolutions du travail aujourd'hui, c'est la proximité, encore une fois, de la sociologie, de l'économie et de toutes les analyses. Autrement, ça ne peut pas dépendre que d'un type d'approche. L'optimisation du travail, l'optimisation et les mutations des sociétés sont encore une fois extraordinairement liées à des questions économiques. Et on ne peut pas, je trouve, approcher le problème, et c'est ce que fait la Fondation Renaissance dans une approche pluridisciplinaire. Donc comme je suis ici pour mettre en valeur les trois intervenants, et ils le méritent, et d'ailleurs, regardez le monde qui vient de paraître, qui je crois parle essentiellement, et avec d'autres bien entendu ce matin, de ce sujet. Alors dans l'entreprise nouvelle, on dit Julien, Yann, pas du tout, David, Sébastien et Arnaud. Alors qui vont nous parler de David, un management qui libère les salariés. Vous allez voir une approche particulièrement intéressante, et je vais bien entendu le laisser vous expliquer de façon détaillée cela. Et ensuite, on verra de façon concrète aussi le lean management. Alors juste un petit clin d'œil sur le lean. En tant que participant de l'entreprise directe, le lean est déjà un peu démodé. Donc, c'est quelque chose, et c'est là où il y a peut-être de l'espoir dans cette évolution qui sont souvent un peu artificielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lean, ça fait partie vraiment du néo-management des années 90. Alors, je crois qu'il n'y a pas besoin de revenir sur les théories du néo-management des 90, qui a suivi. Mais c'est vraiment le symbole même du néo-management. Est-ce que les insuffisances du lean n'ont pas conduit justement déjà à ce que vous dites aussi, passage à l'étape, à une autre étape, mais le lean aujourd'hui est quasiment un mot qu'on n'emploie plus. Et non, et on l'emploie plus, non pas parce qu'il est démodé, mais parce qu'il est porteur d'une certaine souffrance, d'un certain échec. Voilà, en tout cas, merci pour ces contributions fondamentales. C'est, en tant participant de l'entreprise, encore une fois, merci de m'avoir invité, et non pas en tant que chercheur. Comme avait dit à Journée de Libération une fois, nous on pense, toi tu penses. Donc c'est gentil d'avoir invité des gens, une personne qui n'est pas censée penser. Encore une fois, l'iconopie est quelquefois dommageable, mais on est au cœur en tout cas de cette évolution. C'est une question de société aujourd'hui. C'est une question extrêmement difficile pour tous les dirigeants, tous les conseils d'administration. Et toutes ces contributions sont essentielles pour faire progresser. Et je rappelle aussi que plus il y aura aussi de dialogue avec des dirigeants sur ces sujets-là, mieux ça sera, parce qu'à ce jour, la souffrance, notamment de ceux qui sont exclus de ces modèles, il y en a beaucoup, est extrême, et on est tous devant une fracture absolument fondamentale de ceux qui font partie du nouveau monde, ou appelés tel quel, et ceux qui en sont exclus. Et c'est un enjeu majeur. Et il y en a de plus en plus. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à Julien, David, je me trompe à chaque fois à David Mélo. C'est lui. On avait deux chances sur trois, c'est raté. Alors là, vous voyez, dans l'entreprise libérée, je suis. C'est fini. C'est fini. C'est la compétence qui l'emporte notamment sur. Donc, vous voulez rester là, vous voulez là-bas? Est-ce que vous le voyez suffisamment? Oui. Bien, merci à Madame Touraine. Agnès Touraine dans l'entreprise libérée. Agnès. Vous avez dit beaucoup de choses et j'ai bien peur que vous m'ayez mis quelque part un peu au chômage, de certaine façon, en ayant dit autant de choses et finalement en ayant avancé un certain nombre d'éléments très intéressants. Merci également au passage à François et à José, et merci aux membres du comité scientifique. Ce fut une très belle année et l'occasion de faire de belles rencontres et de belles découvertes. Alors, donc je me suis intéressé au thème de l'entreprise libérée et de ce que je propose d'appeler CW. Que recouvre concrètement cette vague managériale? Alors, vous avez déjà vu beaucoup de choses. C'est d'abord un thème qui a été développé dans le sillage d'un certain nombre d'ouvrages, en particulier un ouvrage classique du célèbre consultant Tom Peters, qui m'est
déjà plus très récent, et puis un ouvrage plus récent qui lui a rencontré un écho très important dans le contexte de l'époque, l'ouvrage de Gens et Carnet, Liberté et compagnie. Alors, le thème lui-même agrège une idée très générale, cristallise une idée très générale qui est la volonté de mettre un terme, de dépasser les fonctionnements qui passent par le contrôle, la surveillance, la réduction d'autonomie, la verticalité excessive, etc. Alors, dans le cadre de mon travail, j'ai cherché à aller au-delà de l'orthodoxie, si on peut parler d'orthodoxie de l'entreprise libérée, et aller au-delà également des vitrines habituelles de l'entreprise libérée. Il y a quelques entreprises qui sont régulièrement convoquées pour évoquer la question de l'entreprise libérée. Et donc, je me suis intéressé également à ce que j'ai appelé les doubles de l'entreprise libérée, comme par exemple l'agilité, qui est en fait une sorte de double de l'entreprise libérée. Il y a d'autres doubles, hein, il serait un peu long de faire la liste de ces différents doubles. Je me suis intéressé également à des entreprises que je qualifierais de plus ordinaires que les vitrines, c'est-à-dire des entreprises qui, tout en se reconnaissant, grosso modo, dans les traits définis par le thème de l'entreprise libérée, pour autant ne sont pas labellisées nécessairement comme entreprise libérée et mettent en place des formules, des manières de faire qui s'en rapprochent. Alors, dès lors qu'on se situe dans cette perspective-là, il y a un premier constat qui frappe, c'est celui de la relative variété, finalement, des formules qui sont adoptées par les différentes entreprises. Et un deuxième constat, qui est un constat lié, que derrière cette variété, il y a quand même un dénominateur commun qui, finalement, n'est pas très nouveau dans le monde du management, du néo-management, qui est cette idée de responsabiliser au sens large les salariés, responsabiliser dans un double sens, c'est-à-dire l'idée de donner davantage de responsabilité aux salariés et l'idée d'investir les salariés d'une responsabilité morale, j'allais dire, dans la marche de l'entreprise, mais pas seulement morale. Alors, ces prémices posées, mon travail, c'est à chercher à apporter des éléments de réponse à une question très simple. Le déploiement du thème de l'entreprise libérée s'opère dans un contexte de souffrance sous différentes formes dans le monde du travail. On voit se déployer comme ça ces souffrances au travail. Et la question que je me suis posée, c'est ce thème de l'entreprise libérée, ce modèle de l'entreprise libérée, ne serait-il alors que quelque chose de parfaitement exotique ou alors une sorte de rideau de fumée venant masquer la réalité de ces souffrances. Alors pour le savoir, j'ai conduit donc une enquête au sein de deux entreprises que j'ai cherché à contraster du point de vue de différentes variables. Et mon premier terrain est de ce point de vue-là un terrain qui est un terrain assez attendu sur ces thèmes-là. C'est une entreprise informatique qui emploie essentiellement des ingénieurs et des cadres, qui travaillent en open space, qui se tutoient, etc. C'est une entreprise qui est plus précisément spécialisée dans les usages, dans l'accompagnement des usages d'un logiciel libre, ce qui surajoute encore un peu plus à ce stéréotype de l'entreprise déjà engagée dans ces innovations. De l'autre, j'ai choisi un terrain qui était, lui, moins attendu sur ces thèmes-là, qui a moins cette image attachée à l'innovation managériale, qui est le terrain de la logistique, et en particulier d'un anthropologistique qui, lui, emploie non pas des ingénieurs et des cadres, mais des magasiniers. Donc deux formules comme ça tout à fait différentes. Alors l'enquête conduite d'un point de vue méthodologique a essentiellement consisté à passer des entretiens en particulier, et les entretiens livrent au fond trois grands enseignements dans le cadre de cette enquête. Un premier enseignement, les entreprises que j'ai étudiées jouent le jeu, c'est-à-dire que ce qui est affiché n'est pas qu'un affichage, ne relève pas que de l'affichage et se traduit par un ensemble d'actes concrets, de dispositifs concrets, d'actions concrètes. Deuxième grand enseignement, ce néo-management, c'est un néo-management qui suscite des formes d'engagement des salariés jusqu'à ce qu'on pourrait appeler de l'enrôlement. Je reviendrai sur le sens donné à ce mot. Troisième grand enseignement, ces nouvelles formules ou cette innovation managériale se trouve également sous le feu d'une critique qui peut être tout à fait vive et qui emprunte des directions distinctes de la part des salariés. Premier grand enseignement donc, de l'enquête,
pourrait dire que cette innovation managériale, la libération, si on veut parler comme ça, se traduit par un ensemble d'actes. Alors j'en donnerai deux grandes traductions aujourd'hui. La première, très simple, autour de la question de l'autonomie et de la polyvalence. La deuxième, autour de l'association plus large à certains espaces de décision au sein d'entreprises. D'abord, l'autonomie et la polyvalence. Par exemple, au sein de l'anthropologistique que j'ai étudiée, on confie un certain nombre de missions en autonomie aux magasiniers, des missions qui vont couvrir un champ très varié de domaines. Ça va de certains types de recrutement jusqu'à des missions de création visuelle, en passant par des missions liées à la paye, à la gestion des contrats, ou encore une mission qui est qualifiée en interne de mission de permanence, c'est-à-dire c'est une mission qui consiste à ouvrir, fermer l'entrepôt et surtout affecter les effectifs au sein de l'entrepôt, selon évidemment les données du jour. Et donc ça, ce sont des magasiniers qui sont susceptibles d'assurer eux-mêmes cette fonction-là. Alors ça produit un fait assez spectaculaire, cette évolution de mission au sein de l'entrepôt, puisque, par exemple, la fonction RH a totalement disparu. Dans la mesure où les magasiniers endossent les différentes facettes de cette fonction RH, la fonction RH elle-même a disparu. Je prendrai un deuxième exemple de l'autonomie de la polyvalence, cette fois-ci pris au sein d'entreprises informatiques. Alors, c'est une règle amusante, en tout cas formulée de manière amusante, et d'ailleurs l'entreprise informatique est conforme à ce que l'on pourrait attendre d'elle, puisqu'elle invente beaucoup de règles avec des formules ad hoc, comme ça. Et là, c'est la règle dite des deux pieds. La règle des deux pieds. Alors, c'est une règle très simple. Lorsque des réunions sont organisées pour prendre un certain nombre de décisions, on est libre, d'y prendre part, et on est libre de quitter à tout moment cet espace de réunion pour un tas de raisons, pour manifester son mécontentement, son désaccord, son envie, que sais-je. C'est donc la règle des deux pieds. On a deux pieds pour se rendre à la réunion et éventuellement la quitter. Deuxième traduction forte de cette réalité de la libération affichée, c'est une plus large association à certains espaces de décision. Alors, je prendrai l'exemple emblématique du recrutement, d'ailleurs au sein des deux entreprises. Alors, si on prend l'exemple du recrutement au sein d'entreprises informatiques, c'est un recrutement qui, là aussi, insère qui veut prendre part au processus de recrutement et en particulier à l'entretien de recrutement. Donc, qui se sent concerné, y prend part. D'autre part, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en œuvre pour s'assurer la plus large égalité possible dans l'expression des choix. Alors par exemple, l'entreprise a mis en place un principe d'expression synchrone des choix, de telle sorte à éviter les jeux d'influence, et notamment évidemment le jeu d'influence auquel on pourrait s'attendre, c'est-à-dire le directeur qui a un prénom, mais a pris la parole, et derrière, évidemment, chacun abonde et suit la décision qui a été affichée par le dirigeant. D'ailleurs, cette ouverture de la décision est telle que dans certains recrutements, lorsque le dirigeant d'entreprise n'est pas en capacité matérielle, j'allais dire, d'être associé à cette décision-là, il est tout simplement, purement et simplement sorti du processus décisionnel. On décide sans lui du recrutement de quelqu'un au sein de son entreprise. On retrouve des mécanismes assez similaires pour certains recrutements au sein de l'anthropologistique, où la hiérarchie n'a absolument aucune voix prééminente dans le recrutement, et où la décision est le résultat d'une délibération collective entre pairs PAIRS, en tout cas entre des pairs, alors on reprend peut-être la formulation de Nadège, des pairs inégaux cette fois-ci. Donc la libération qui est affichée se traduit par un ensemble d'actes. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, alors oui, juste pour ajouter qu'au fond, on voit bien qu'il y a une sensibilité moins inégalitaire qui trouve à s'exprimer dans ces pratiques-là, sans pour autant évidemment apparenter les entreprises que j'ai étudiées à des espaces démocratiques au sens fort du terme. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à travers ces dispositifs et ces mécanismes, on voit comment il semblerait que ces entreprises soient attentives à ce qu'avaient pu générer comme excès les vagues antérieures d'individualisation, notamment en revalorisant les fonctionnements collectifs. Deuxième grand enseignement de l'enquête, des salariés qui s'engagent et une innovation qui en roule. D'abord donc des salariés qui s'engagent pour parce qu'ils sont susceptibles d'en retirer des bénéfices de trois sortes.
D'abord des bénéfices immédiats et intrinsèques, ensuite des bénéfices par comparaison, et enfin des bénéfices détournés. Les bénéfices immédiats et intrinsèques, c'est le fait d'avoir un travail qui est enrichi par les missions qui sont dévolues, par exemple dans le cas des magasiniers, au point d'ailleurs de brouiller un petit peu la définition même du travail. Qu'est-ce qui relève véritablement du travail, qui était défini ordinairement comme un travail de magasinier, qu'est-ce qui n'en est pas, et du coup comment on gère aussi ce temps qui est associé aux différentes missions. Bénéfices donc immédiats, intrinsèques. Bénéfices également par comparaison. On voit bien ici comment cette thématique, cette innovation-là, apporte un profit qui est un profit distinctif dans le cas d'entreprises informatiques, et un profit du côté de la gestion du stigmate, du côté de l'anthropologistique. Du côté de l'entreprise informatique, avoir comme ça des modalités organisationnelles innovantes permet une sorte d'effet d'appel aussi sur un marché du travail très tendu, assez pénurique, et permet en fait d'apporter une forme de bénéfice par comparaison à ce qui se pratique ailleurs, y compris d'ailleurs dans le secteur informatique. Dans le cas d'anthropologistique, il s'agit d'un bénéfice par comparaison qui est davantage lié à la stigmatisation du secteur de la logistique. Le secteur de la logistique, c'est un secteur qui a assez mauvaise presse, qui est souvent considéré comme une sorte de secteur sans qualité, et du coup ici, ces innovations managériales viennent redonner une forme, alors non seulement une meilleure image à ce secteur, mais viennent enrichir concrètement le travail de ces magazines. Troisième sorte de bénéfices, ce sont ce qu'on pourrait appeler des bénéfices détournés, entre guillemets. Alors ici, on voit comment l'innovation est saisie par les salariés, mais à travers ou en vue de finalités qui sont distinctes des finalités poursuivies par l'entreprise. Je prends l'exemple d'un magasinier que j'ai rencontré qui veut devenir auto-entrepreneur dans la création visuelle, qui va donc se saisir d'une mission de création d'un site intranet pour l'entrepôt, comme une manière pour lui de construire, d'améliorer son expertise en la matière. Alors, ce qui est tout à fait troublant dans cette affaire-là, c'est que tout ça ne s'opère nullement dans la clandestinité. C'est-à-dire que le directeur d'entrepôt est parfaitement conscient de cela, et mieux même, il donne les moyens nécessaires en formation, par exemple, aux salariés pour qu'ils puissent conduire son projet. Donc ces innovations suscitent un engagement, mais elles suscitent encore davantage qu'un engagement, elles suscitent un enrôlement. Ici, ce qui m'a frappé, c'est que les salariés sont conduits à raisonner un petit peu comme le management ou comme leur manager. Ils endossent les catégories managériales. C'est l'exemple d'un magasinier que j'ai rencontré qui gère de manière autonome son planning de travail, et qui évidemment décrit un petit peu la manière dont il le gère en fonction de ses impératifs personnels, mais évidemment en fonction des impératifs de l'entrepôt, et notamment d'un certain nombre d'indicateurs de l'entrepôt, comme s'il était lui-même un manager au sein de l'entreprise. Donc on voit ici que la responsabilisation, elle conduit à, en quelque sorte, managérialiser les salariés. Alors toutefois, cette emprise managériale n'est que partielle, et les salariés que j'ai rencontrés conduisent également une critique souvent vive de ces innovations. C'est là le troisième grand enseignement. Donc. Alors, cette critique souvent vive, elle emprunte deux directions distinctes. Une première direction, dans un premier sens, d'une part, les salariés vont mettre en cause le fait que le management, l'innovation ne tient pas ses promesses. Donc vont critiquer finalement une innovation qui se fait en demi-teinte, qui ne va pas assez loin. D'autre part, deuxième sorte de critique distincte, les salariés soulignent que dans bien des cas, l'innovation va trop loin, et qu'au contraire, il y a un certain nombre d'excès de l'innovation qui présente un coût pour eux. D'abord donc, la critique, ce que j'ai appelé la critique de l'incomplétude de la libération, la critique de l'incomplétude de l'innovation managériale. Ici donc les salariés vont mettre en cause le fait que l'entreprise, le management ne va pas assez loin, et même assez loin d'aller au bout de ses promesses. Alors ils évoquent tout d'abord la frustration devant la persistance des hiérarchies et des cloisonnements. Alors qu'on leur avait affiché
que ces hiérarchies, ces cloisonnements devaient totalement disparaître, et effectivement, le rappel brutal parfois à la réalité génère une véritable frustration. Frustration également lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir été pleinement entendu, lorsqu'on a formulé un choix, une opinion, un avis, et que la décision a tranché dans un sens complètement différent. Ou alors lorsqu'on a porté un projet et que, pour un tas de raisons, notamment économiques, mais pas seulement, le projet n'est pas retenu, n'est pas développé. Également, les salariés mettent en cause, sont susceptibles de mettre en cause l'injustice salariale. Lorsqu'ils mettent en rapport les responsabilités qui leur sont confiées et des salaires qui restent finalement assez en retrait des responsabilités qui sont confiées aux salariés. Et d'ailleurs, cette injustice salariale peut être décuplée par les résultats, le constat sur les résultats financiers florissants éventuellement d'entreprise. Elle est d'autant plus forte et d'autant plus vite que les résultats financiers d'entreprise sont très florissants. Toutefois, les salariés ne s'en tiennent pas à cette critique-là, et je trouve que c'est là un résultat c'est un des résultats qui m'a le plus étonné dans l'enquête, c'est que les salariés développent une critique très forte des excès d'innovation managériale, et notamment, c'est le thème du manque de cadrage hiérarchique. Ça m'a beaucoup surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. On a des salariés qui évoquent, je pense par exemple à des cadres de l'entreprise informatique, qui disent voilà, je fais des choses en autonomie, j'aimerais qu'on valide certains des choix, certains des dossiers que je porte, etc. Et en l'absence de cette validation-là, je n'arrive plus à avancer. Et donc ici, c'est le défaut finalement d'encadrement qui est pointé, et ce qui fait qu'au total, pour les salariés d'ailleurs, l'autonomie ne s'oppose pas à l'encadrement, se conjugue même avec l'encadrement de ce point de vue-là. On pourrait dire, si j'osais la formule, mais je vais l'oser, que les salariés sont moins royalistes que le roi. Et j'en donnerai un exemple frappant au sein d'Entrepôt Logistique. Le directeur de l'Entrepôt Logistique souhaiterait que les augmentations salariales fassent l'objet d'une délibération entre les magasiniers eux-mêmes. Magasiniers qui décident qui, chaque année, va avoir des augmentations salariales. Et alors les magasiniers, ils sont tout à fait opposés. Ils sont tout à fait opposés parce qu'ils considèrent qu'il s'agit là effectivement d'un excès d'autonomie, d'un excès de responsabilisation, et que quelque part, ce type de responsabilité-là, il leur semble aller de soi de la déléguer à d'autres qu'eux-mêmes, ou en tout cas de ne pas être seul responsable à bord en la matière. Pour conclure, je ne vais pas avoir trop dépassé le temps, pour conclure, donc au fond, le management libéré et ses doubles n'apparaissent pas comme donc quelque chose d'exotique. C'est en fait la reformulation modernisée d'une ambition managériale qui maintenant est déjà durablement inscrite dans le paysage, qui est l'ambition de responsabiliser, d'individualiser. Ce n'est pas non plus un rideau de fumée, ni d'ailleurs, loin s'en faut évidemment, un paradis. Les salariés tiennent la chronique d'un monde où il y a des opportunités et des fonctionnements moins inégalitaires, mais dans le même temps, ils développent aussi un certain nombre de critiques assez vives à ce sujet. Au fond, si la responsabilisation séduit globalement, on peut dire du point de vue des salariés, elle présente aussi des revers, et le revers qui est le plus souvent évoqué, c'est bien le poids de la responsabilité associé à la responsabilisation. Merci beaucoup. Une contribution particulièrement intéressante qui va être complétée notamment par Sébastien Petit et notamment sur ce qui est important, le rôle, on va le voir aussi de l'encadrement. Je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup et d'animer la session. Merci également, bien sûr. Prenez un micro. C'est la place moins simple en fait. Je peux bouger. Non, parce qu'en fait, on va s'échanger. Merci. Oui, donc merci encore. Donc, moi, je vais intervenir du coup, première communication du coup sur le lean management. Alors, pour tout de suite commencer, pour rebondir en fait sur le propos d'Agnès Touraine, en fait, alors effectivement,
le lean management déjà est confronté à un phénomène de mode, c'est-à-dire que à travers cette dénomination, on a une forme quelque part d'innovation, on pourrait dire managériale ou gestionnaire, comme on a pu en connaître à d'autres moments dans l'histoire récente de l'entreprise et du salariat. Mais il se trouve justement qu'en tant que phénomène de mode, il se trouve immédiatement confronté à celui en fait, de son déclin ou de son dépassement. En fait. Ce qui va être le plus intéressant, je pense, c'est d'étudier finalement l'inscription du lean management dans un temps un peu plus long, et en l'occurrence dans une série de rationalisations qui s'ancrent profondément, on va dire, dans les structures du capitalisme industriel, en l'occurrence, hein, depuis le 19e siècle. On peut parler de lean au 19e, mais voilà, à un moment donné aussi, il faut voir l'héritage dans lequel ça s'inscrit. Donc mon propos en fait, va porter essentiellement sur la mise en pratique du lean management, malgré tout, je vais reprendre ces dénominations, dans les bureaux d'études industrielles en fait, en l'occurrence donc d'un constructeur d'aéronautique et de défense, donc, au sein duquel j'ai effectué un travail de terrain d'environ 2 ans. J'ai observé notamment la mise en place de dispositifs de gestion liés au lean management, donc dans des bureaux d'études de conception qui impliquent du coup des ingénieurs et des techniciens de conception. Donc ce qui va m'intéresser en l'occurrence, c'est à la fois l'évolution finalement du travail dans ce genre de structure et également l'évolution du coup des métiers et des professions qui exercent en fait. Donc il y a un tout petit rappel du coup du terrain, donc c'est un constructeur donc, qui fabrique en l'occurrence des motorisations aéronautiques et la population d'enquête ce sont essentiellement du coup des ingénieurs mais également des techniciens de conception industrielle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la R&D en fait, hein, ils sont vraiment dans l'application des procédés industriels, ils préparent immédiatement en fait la fabrication, quoi, les méthodes quasiment en fait. Et donc, cette enquête s'est effectuée en immersion du coup donc, essentiellement dans des bureaux d'études et un petit peu également dans des ateliers de fabrication. Alors donc, je vais commencer par revenir sur la dimension un peu socio-historique tout d'abord. Alors le lean, on en parle en France depuis une dizaine d'années, aux États-Unis depuis un peu plus longtemps, plutôt depuis les années 90, mais les procédés du lean, d'après différentes recherches effectuées plutôt par des gestionnaires d'ailleurs à ce niveau-là, s'ancrent, on va dire, dans une histoire plus longue, puisque dès les années 50, même si le terme n'était pas forcément employé, on avait déjà l'idée de rechercher finalement une sorte de nouvelle, on va dire, nouvelle organisation du travail qui allait vers davantage de fluidification, davantage finalement on va dire d'optimisation à la fois des flux mais aussi des charges de travail. Ceci dit, ces choses-là étaient déjà pensées aussi par Taylor, par Ford, et donc voilà, on remonte à une histoire encore plus longue. Mais ce qui a constitué finalement une sorte d'accélération dans l'élaboration du lean management, que je vais tenter de définir juste après, ce sont essentiellement en fait les crises productives et salariales et économiques en fait des années 70 et 80, puisque c'est précisément à l'issue de cette période-là qu'on voit émerger donc le lean management. Alors le lean en l'occurrence, à l'origine, s'appelle plutôt lean production en fait, puisqu'il s'agit essentiellement de rationaliser la production en économisant des capitaux, certains types de capitaux, en l'occurrence ce sont en fait les matières, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que le capital circulant, également le travail, soit optimisé de manière à en obtenir, on va dire, le plus grand rendement. Donc là, pour le coup, on entre vraiment dans des problématiques très industrielles et très capitalistes, telles qu'on pouvait retrouver déjà depuis un bon moment, en fait. Mais la nouveauté, en l'occurrence, ça va être, surtout à partir des années 80, dans un contexte de développement du management participatif, d'impliquer davantage, on va dire, les personnels, notamment d'exécution, mais également les personnels de terrain. C'est-à-dire qu'il y a une tentative, quelque part, de trouver un nouvel équilibre dans la prescription venant justement plutôt des ingénieurs, en faisant en sorte que les nouvelles consignes, les nouvelles logiques organisationnelles ne soient plus seulement descendantes, mais davantage, alors j'allais dire horizontales, mais le mot qui était à la mode à un moment donné, c'était matriciel, en fait, c'est-à-dire de créer finalement des groupes de terrain qui incorporaient différents niveaux hiérarchiques, différents métiers, et de faire en sorte que ces personnes-là travaillent momentanément sur un projet, etc., avec des ressources dédiées. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et en l'occurrence, dans les années 1990, ce type d'organisation va se diffuser justement à mesure qu'on entre à la fois dans une crise du travail et une crise de la production, c'est-à-dire de faire en sorte à la fois on va dire d'un côté d'optimiser la production avec soit des plus petites séries ou des séries un peu variables, mais il y a un autre volet également qui est intéressant aussi du coup sociologiquement, ça va être donc, du coup avec des dispositifs à destination également des salariés, c'est-à-dire que dans l'hypothèse qu'on peut en faire, il y a également une véritable recherche de mise en tension quelque part des salariés autour de nouveaux enjeux. On peut voir donc quelque part le lean management comme une forme de technique d'organisation
chargé donc de maintenir ces salariés dans une tension productive, faire en sorte de les remobiliser autour des enjeux productifs nouveaux, autrement dit quelque part aussi d'obtenir une nouvelle productivité. Alors pourtant le discours qui a accompagné la mise en œuvre du Lean, un discours véhiculé en particulier par des cabinets de conseil en organisation, ça a été donc de redonner plus d'intérêt, de créativité dans le travail, de faire en sorte d'impliquer justement différentes catégories de personnel sur davantage d'autonomie, de responsabilité, comme on disait à l'instant, faire en sorte donc que chacun se sente impliqué, puisse s'identifier finalement à son travail et surtout prendre en charge un minimum, on va dire, de prérogatives pour se sentir un peu maître de son activité en quelque sorte. Ça reste du côté, on va dire, du discours et des manuels de gestion. Parce que dans la réalité, ensuite, bon, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Donc moi, je vais revenir cette fois à l'observation que j'ai pu en faire dans le cas des bureaux d'études. Alors je voudrais tout d'abord dire que les bureaux d'études sont déjà le produit d'une rationalisation. C'est clairement la séparation historique du travail manuel et du travail intellectuel. Et dans ce travail intellectuel concentré dans les bureaux d'études, l'idée depuis la fin du XIXe siècle, depuis leur création, a toujours été d'obtenir un certain rendement finalement des ingénieurs dédiés justement aux activités industrielles. Donc il ne s'agit pas, autrement dit, de rationaliser là aujourd'hui maintenant le travail des ingénieurs et des techniciens qu'il est depuis les débuts de l'ère industrielle en fait, à ce niveau-là. Les bureaux d'études ont connu d'ailleurs une série de rationalisations d'organisation, de métiers, aussi de techniques, et où finalement on a eu donc progressivement, notamment tout au long du XXe siècle, notamment à travers la mise en flux de la production, la pénétration des logiques un peu fordiennes, de chaîne de travail de la chaîne quelque part, il y a eu donc déjà cette idée d'arrimer en fait l'ensemble des personnels de bureaux d'études du travail intellectuel en fait à des logiques de flux. Donc là quelque part on n'est pas dans une rupture complète à ce niveau-là. Mais par contre, là où il y a malgré tout une rupture à travers le lean management, ça a été donc à travers la diffusion du dispositif de gestion que je vais évoquer juste après, d'identifier davantage le travail, l'activité en train de se faire en fait des ingénieurs et des techniciens de conception à un flux de pièces, à un flux de matière, autrement dit, identifier directement son propre travail, ou le travail collectif en fait, à des indicateurs de production et aussi des indicateurs de gestion visibles, discutés, mis en symbole, mis en tableau, etc., dans le cœur de l'activité. En fait. C'est une confrontation, on va dire, plus directe des ingénieurs et des concepteurs de production à une production en flux, j'aurais tendance à dire un peu en flux tendu. En fait. Alors, ces dispositifs de gestion, donc, ils sont déployés donc, justement depuis une dizaine d'années dans beaucoup de grandes entreprises. En fait, alors, ça ne prend pas effectivement toujours la dénomination de Lean, précisément, comme vous l'avez dit, à juste titre, parce que le Lean Management a progressé en charriant une réputation qui lui est peu néfaste, enfin, avec l'idée, ça a été pas mal discuté dans des colloques, justement, dans des documentaires aussi, l'idée que le Lean, en fait, contribue finalement à une usure du travail, une usure mentale éventuellement, contribuer en fait à dégrader les situations de travail. Il y a même des entreprises aujourd'hui qui, notamment dans l'automobile par exemple, qui mettent en place du Lean, mais en donnant en fait un autre format, en tout cas une autre dénomination en fait aussi. Donc on a comme ça différentes entreprises. J'ai remarqué que le secteur aéronautique est l'un des derniers peut-être à continuer à avancer avec le logo quelque part au Lean Management, qui semble peut-être faire moins peur par rapport justement aux origines un peu d'ingénieurs en fait qu'on retrouve aussi dans certains outils du Lean. C'est une hypothèse ensuite. Alors en l'occurrence, ces outils. Les outils du Lean Management consistent, je viens de le dire, essentiellement à créer donc, des flux d'activité, en tout cas à faire adhérer le flux d'activité au flux de production. Et l'un des principaux outils mis en place est un système qu'on retrouve d'ailleurs aussi un peu dans l'enseignement supérieur et en recherche, c'est le système en fait, des livrables. C'est-à-dire que chaque type de tâche en conception, donc là, dans des bureaux d'études, doivent être identifiées à des volumes horaires, à des clients, à des fournisseurs, à des processus, et donc ces tâches doivent faire partie finalement d'un appareillage de gestion quotidien, une gestion quotidienne d'activité, et les ingénieurs du coup et les techniciens de conception sont de plus en plus amenés à découper donc du coup, pas en tâches élémentaires mais presque, des volumes de travail qui correspondent tantôt à des tâches exactes ou à des lots on va dire un peu plus globaux, mais en tout cas à identifier plus clairement leur travail à un nombre d'heures en fait, et surtout aussi à un client final. Autrement dit donc, à travers le management, il s'agit de créer une nouvelle, on va dire, responsabilisation finalement des ingénieurs autour finalement du travail qu'ils ont réalisé et surtout le fait d'en rendre compte. C'est vraiment ce qui est nouveau. Pour que ce soit très clair, ces livrables en fait font l'objet de discussions quotidiennes en fait autour de tableaux de livrables, dans ce qu'ils appellent par exemple dans cette entreprise les réunions quotidiennes de performance, c'est-à-dire que tous les
jours, en fait, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Les ingénieurs d'un bureau d'études, une quinzaine de personnes, donc, passent devant un tableau, expliquent ce qu'ils ont fait dans la journée, ce qu'ils vont faire, pourquoi ils n'ont pas fait, à qui ils doivent leur travail, etc. etc. On peut dire qu'il y a un caractère un petit peu infantilisant pour certains, mais d'autres par contre trouvent à l'inverse que c'est de toute façon leur travail ordinaire, donc ça ne leur dérange pas forcément finalement d'expliciter un petit peu ce qu'ils font. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que ce rapport différencié justement aux outils va traduire clairement on va dire, de nouvelles logiques d'organisation et de profession. C'est-à-dire que à travers justement l'utilisation plus claire du lean management, se déploient finalement de véritables stratégies, à la fois de la part des directions d'entreprise, du management de proximité, mais aussi des personnels de conception eux-mêmes, dans un exercice, on pourrait appeler de réappropriation, j'aime pas ce terme finalement, dans un exercice quelque part d'adaptation de l'outil aux réalités en fait, du terrain. Et ces réalités, justement, ce sont des recompositions dans lesquelles, du coup, le lean management prend place. Autrement dit, donc, pour que ce soit bien clair, ces outils du lean ne sont pas appliqués tels quels directement, tels qu'ils sont pensés par des gestionnaires, tels qu'ils sont pensés par les consultants en organisation. Ils sont donc systématiquement réadaptés, réajustés, retransformés par les acteurs locaux, mais toujours en fonction des rapports sociaux d'organisation du moment, c'est-à-dire en fonction de l'évolution du système des qualifications, en fonction des besoins, des nouvelles nécessités productives, des nouveaux enjeux gestionnaires, financiers, etc. etc. Donc il n'y a pas d'application standard de Lean, mais par contre la recherche de nouveaux standards d'activité, mine de rien, qui est une obsession, on va dire, assez longue quand même de la pensée de l'ingénieur depuis le 19e, rationalisée par la standardisation. Alors, donc moi, mes observations, donc, du coup, à partir justement de la mise en œuvre de ces outils, donc, sont les suivants. Donc, au-delà justement de la recherche quelque part de fluidification, c'est un terme évidemment qui est un peu passe-partout en fait aujourd'hui, l'un des premiers constats, c'est le fait qu'à travers le Lean, l'un des objectifs des outils de gestion déployés, le système délivrable que je viens d'évoquer à l'instant par exemple, c'est d'identifier les bonnes ou mauvaises formes de travail à travers ce qu'ils appellent l'identification de la valeur ajoutée, directe, indirecte ou non valeur ajoutée. Clairement, il y a une tentative à nouveau, 100 ans après Ford, d'éliminer le capital immobilier, d'éliminer le capital immobilisé, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de travail mort, entre guillemets, ou autrement dit, faire en sorte que la journée de travail soit complètement occupée finalement à travailler à ce qui a été en fait prévu pour ces ingénieurs. Alors ce qui est paradoxal ici, c'est que les ingénieurs qui historiquement sont en charge justement de rationaliser le travail des autres, sont ici en fait au cœur d'un processus de rationalisation qui consiste justement à identifier ce qui relève de leur travail à forte ou à faible valeur ajoutée. Par exemple, voilà, un travail à forte valeur ajoutée, c'est lorsque vous travaillez directement sur votre tâche de travail. Un travail qui n'a pas de valeur ajoutée ou très peu, c'est lorsque par exemple vous êtes dans une réunion, ou pire encore, lorsque vous coopérez avec votre collègue. Ça paraît quand même assez étrange, mais dans ces logiciels de gestion, dans ces dispositifs de gestion, la coopération est relativement niée, déniée en tout cas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte finalement le travail coopératif qui pourtant est à la racine même du fonctionnement finalement organisationnel d'un bureau d'études ou de n'importe quel service dans une entreprise. Donc autrement dit, on individualise ici les contributions à travers ce que j'ai appelé un travail collaboratif, là où le travail est concrètement coopératif, c'est-à-dire qu'il nécessite à un moment donné une intelligence collective qui dépasse l'identification de tâches à la personne. En fait, c'est même un petit peu contradictoire à ce niveau-là. Alors là où je parlais tout à l'heure de recomposition du coût du travail autour des outils du Lean, c'est qu'il y a deux éléments en fait. Le premier, c'est que la différenciation dans le rapport aux outils va se faire et dans l'utilisation des outils en fait, au quotidien et dans la manière dont les personnels de bureau d'études, c'est essentiellement les ingénieurs du coup, vont adapter ces outils à leur activité en fait en général. L'un des objectifs, par exemple, à travers le lean management en bureau d'études, c'est de faire en sorte que chaque concepteur, surtout chaque ingénieur, fasse de la gestion de projet, du travail par projet finalement, une espèce d'habitus organisationnel, je ne sais pas comment le dénommer exactement, mais en tout cas une pratique intériorisée finalement d'action rationalisée, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun, dans son travail, adopte des standards à la fois d'identification des problèmes, d'analyse causale, etc., de reporting d'activité qui correspondent en fait finalement à ce qui est prescrit par le lean management. Donc c'est de faire finalement des techniques de management, une espèce de management pour soi et en même temps de management de soi. Un exemple de déclinaison de lean dans des contextes complètement variables, moi qui ai suivi justement plusieurs ingénieurs dans leur activité au quotidien,
on peut s'amuser, comme certains le font, à réfléchir quand on attend dans la queue à la cantine, en fait, comment optimiser finalement le flux des personnes pour que les gens finalement aillent plus vite pour passer des plateaux, etc. etc. Autrement dit, donc, il y a l'idée d'une universalité, hein, comme on retrouve dans d'autres techniques d'organisation, des principes du Lean à n'importe quel type de tâche dans le quotidien, au-delà même du travail, quelque part. Certains ingénieurs, par exemple, s'amusent à appliquer le Lean dans leur vie quotidienne chez eux, par exemple. Voilà, auprès de leur famille, ou dans leur gestion finalement de leur activité. Eux non, par contre, ils ne voient pas ça forcément comme étant quelque chose de triste, ils voient justement ça comme quelque chose de motivant, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont l'impression que ça fait sens pour eux au-delà du travail. Donc ça ne leur donne pas forcément le sentiment que c'est prescrit et un petit peu contraint à l'origine, puisqu'ils se le rapproprient en fait, à ce niveau-là. Donc là c'est une intention, mais c'est du coup quelque chose qu'on peut vérifier aussi, c'est qu'une partie des ingénieurs, notamment ceux qui sont plus exposés à des activités plus managériales que plus techniques, en fait, vont avoir tendance justement à multiplier finalement, à décliner plutôt les outils de gestion du Lean au quotidien, dans leur quotidien d'activité. C'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'ils ont en fait quelque chose à résoudre, c'est aussi voilà, qui me demande, qui est le fournisseur, à qui je dois le donner, avec quelle date, avec quel problème, comment identifier les différents problèmes qui peuvent se poser, comment jalonner le projet, comment également faire un reporting d'activité. Voilà. C'est systématiser en fait ces actions de gestion. Sauf que ça serait trop beau, enfin c'est trop prescriptif, vu comme ça. Donc on va avoir à ce moment-là un retour quelque part des effets de la division du travail qui s'applique justement dans les bureaux d'études. Ce rapport différencié que les ingénieurs ou les techniciens vont avoir au Lean, c'est leur position dans la division du travail. Donc, en l'occurrence, ils ne forment pas, ces personnels-là, une catégorie homogène, par exemple, de travailleurs intellectuels ou d'encadrement qui seraient ou préservés ou plus exposés au Lean. C'est que le Lean va justement servir quelque part de tri, en fait, dans les mécanismes de concurrence et de sélection qui sont ceux notamment des cadres. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, s'approprier la gestion de projet, ça va être par exemple un moyen de se différencier dans l'organisation, ça va être un moyen également donc, de montrer aux managers ou N+1 ou N+2 en fait qu'on est capable d'endosser, de mener des projets d'abord, et ensuite donc de systématiser finalement l'utilisation des outils de gestion. En fait. Et cette logique de différenciation, du coup, elle va être un véritable capital symbolique en fait pour les différents ingénieurs et concepteurs qui vont dans le système des promotions tenter de l'utiliser pour non pas seulement progresser, parce qu'il s'agit, c'est pas seulement une course à la progression hiérarchique, mais aussi à défendre leur propre position dans l'organisation, puisque la gestion par projet les menace souvent dans leur professionnalité, hein, c'est-à-dire dans leur identité de métier. En l'occurrence, un ingénieur qui débute en bureau d'études, passe quelques années sur un objet technique très précis, et s'il ne passe pas la gestion de projet ensuite, ou bien il arrive à se spécialiser techniquement, ou bien il risque justement d'être un peu disqualifié parce que les outils, notamment numériques, qu'on évoquait ce matin, vont être très rapidement en fait obsolètes. Les entreprises ont tendance justement à réembaucher les plus jeunes pour travailler sur de nouveaux outils plus récents, ou alors à sous-traiter l'activité qui elle-même fait tourner énormément les ingénieurs en fait. Donc ça va être un facteur donc, du coup de différenciation, premièrement, et deuxièmement également, je ne sais pas combien de temps. D'accord, merci. Et donc deuxièmement, donc, au-delà de la différenciation, ça va être un moyen également notamment pour les managers ou pour les gestionnaires en fait d'activité, et bien justement de recréer, de recomposer en fait les collectifs de travail en fait en permanence à partir justement du déploiement en fait du lean management. C'est-à-dire que clairement le lean management favorise la gestion par projet, hein, c'est-à-dire finalement faire en sorte que chaque type de tâche, chaque type d'activité soit agrégé à des projets temporaires avec des collectifs éphémères, et le lean management va être un moyen finalement de favoriser la coordination des équipes, autrement dit d'équipes qui n'auront de solidarité que dans l'intitulé du projet, mais qui par contre n'auront pas l'expérience, on va dire, d'une vie collective et d'une solidarité empirique qui leur permettent justement à un moment donné de former un véritable collectif. Moi en l'occurrence j'ai été assez surpris qu'aucun concepteur ne s'identifie justement au métier de concepteur. La plupart se disent techniciens ou ingénieurs, gestionnaires de projet, etc. Mais très peu se voient concepteurs alors que c'est le métier principal justement d'un bureau d'études voilà, comme ceux que j'ai pu étudier en fait. Donc là, on voit que le lean management est ici clairement déployé à un moment donné pour recréer, on va dire, de l'articulation dans une organisation justement qui a éclaté à la fois les collectifs de travail, qui a éclaté également les différentes unités, en fait fonctionnelles. Et donc dernièrement, à travers donc, le déploiement donc, du lean management, il s'agit également de projeter quelque part les effets des changements productifs dans le cœur de l'activité.
donc là, pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que comme ça, un peu, c'est une sorte de mastodonte dit comme ça, il y a des changements productifs, on va dire, par cycle régulier. En l'occurrence, dans le domaine que j'ai pu étudier, ça va être par exemple donc, la multiplication des outils numériques, et il se trouve que beaucoup de concepteurs ont été défaits de leur métier, précisément parce que le calcul se fait systématiquement par le numérique aujourd'hui, le dessin, qui est également un autre métier de conception, se fait également désormais par le numérique, et or, à travers le numérique, il y a une désappropriation quelque part du travail réalisé, parce que précisément, on parlait de maquette numérique ce matin, il s'agit en fait de mettre, on va dire, dans des logiciels de gestion, un travail finalement qui va être parcellisé à l'échelle d'un concepteur. Le lean management, en l'occurrence, interfère ici pour justement être une sorte de dérivatif. En faisant en sorte qu'il y ait davantage de gestionnaires de projet, les concepteurs en fait peuvent avoir le sentiment que leur travail est rédimé, ou alors qu'il est en tout cas, on va dire, recomposé autour justement de la gestion de projet, là où justement le cœur de leur activité, le cœur de leur métier, lui, a été, je ne vais pas dire abandonné, mais en tout cas suffisamment fragmenté pour qu'il ne fasse plus forcément sens pour eux. Donc en fait, quelque part, le management est aussi déployé dans un sens positif, dans le sens où les managers de terrain, notamment proximité, cherchent à faire en sorte que les collectifs de travail puissent se recomposer autour du management et faire en sorte aussi, surtout, que les responsables de projet en fait, puissent s'approprier en fait, les outils du Lean pour retrouver un nouvel intérêt dans leur travail. Et à ce niveau-là, ça marche relativement, puisque très peu déplorent absolument leur... Merci, oui, c'est fini. Donc, très peu, en fait, du coup, on regrette, je veux dire, le métier passé. Le Lean Management permet également à ce niveau-là, quelque part, d'ancrer l'oubli dans les pratiques collectives de travail et laisse apparaître finalement les changements organisationnels comme étant une sorte de moteur du quotidien, alors que justement, les métiers pour lesquels ont été qualifiés ces personnels, eux, se sont perdus au fil des rationalisations. Merci beaucoup sur cette dissociation métier, organisation, projet. Je fais du lean, j'enchaîne. Hein. Voilà, je enchaîne. lisse les flux. Et on continue sur le lean management pour préserver la santé au travail. Alors je vais commencer par vous parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. La France, en ce temps-là, vivait sous la peur des voitures japonaises. Vous vous rappelez les quotas et Jacques Calvet qui défendait l'industrie française parce qu'effectivement, il y avait donc l'industrie automobile japonaise et en tête Toyota. D'ailleurs, ça a donné un nom, on a parlé du toyotisme et pendant très longtemps, en fait, on n'a pas compris grand-chose à ce que ça voulait dire le toyotisme. Encore aujourd'hui, on ne sait pas toujours très bien parce qu'en fait, chacun comprend comme il peut. Voilà. Et donc, effectivement, c'est ça qui, ultérieurement, a donné le Lean, qui est en fait une quête de modélisation. Il y a eu énormément, enfin, il y a des étagères dans les bibliothèques de tentatives de modélisation de ce qu'était ce miracle japonais, ce management japonais. Et en 1988, donc il y a exactement 30 ans, Kraftsik a été le premier à mettre ce terme, Lean Management. Ce n'est pas lui qui a eu plus de succès derrière avec le terme, mais en tout cas, le terme vient de là. Voilà. Bon. Donc ça, c'est la première chose à dire sur le sujet. Et donc progressivement, ce mode de production, hein, effectivement, comme l'a rappelé mon collègue, s'est développé une fois qu'on a commencé à comprendre ce modèle. Le modèle qu'on appelait Lean Management est le premier modèle que, en masse, les industriels, et notamment donc, l'automobile et autres, ont réussi à reproduire et à transposer. Avant, on essayait, on n'y arrivait pas, etc. En tout cas, ils ont eu l'impression d'y arriver. Et en tout cas, ils ont réussi à avoir des gains de productivité satisfaisants avec des problèmes de santé au travail dont je vais parler après. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, là, on a beaucoup pris le Lean sous l'angle de la rationalisation, de l'optimisation, et donc dans ce qu'on peut appeler du néo-taylorisme, en fait. Le Lean ne prétend pas être ça. D'ailleurs, même le Lean s'est construit dans une critique radicale du taylorisme. Même si en pratique, ça peut donner du néo-taylorisme. Hein, c'est important de rappeler ça. Si ça vous intéresse, on pourra effectivement en reparler. Et effectivement, on trouve dans le Lean, et on trouvait déjà dans le taylorisme, des fans. Hein, je pense au livre de Frank Gilbreth en 1948, hein, 13 à la douzaine, cheaper by dozen, hein, effectivement, où il vous expliquait et bien, effectivement comment on pouvait gérer une grande famille en optimisant les flux. Il a même tenté de se raser avec 2 rasoirs
laboratoire pour voir si effectivement on pouvait gagner du temps le matin, etc. Donc effectivement, hein, il y a eu les fanats du taylorisme, sincère d'ailleurs, et il y a les fanats du lean de la même manière. Alors, le lean, en fait, la rupture promise du lean, hein, parce qu'effectivement, il y a la promesse et le réel, par rapport aux formes d'optimisation qu'on cherche dans le travail depuis longtemps, hein, depuis le début du XXe siècle en particulier, c'est deux ruptures. Première rupture, c'est de considérer le client. On est censé ne pas être dans une logique endogène, mais dans une logique qui considère le client. Exemple très concret, que chacun a pu vivre, vous êtes dans une salle d'attente pour aller chez le médecin par exemple, vous passez 1 heure d'attente, multiplié par le nombre de patients dans la journée, c'est 50 heures de travail perdu. Ça, du point de vue du lean, c'est pas acceptable parce que ça ne crée pas de valeur pour le client ou l'usager, au contraire, ça crée même une dévaleur. Autre exemple, vous achetez un appareil avec plein d'emballages que vous êtes embêté à jeter, et puis donc vous les payez ces emballages et vous ne savez pas quoi en faire. Du point de vue du lean, c'est une mauvaise manière de faire. Donc vous voyez, cette logique-là, la première rupture, et qui va peut-être amener après à des logiques d'optimisation, mais elle vient à partir de la manière d'essayer de prendre le point de vue du client. Voilà. Deuxième rupture, c'est d'essayer de prendre aussi le point de vue de l'opérateur qui travaille, la personne au travail, et ça, combiné, ça va amener à un travail sur les flux, donc un travail de lissage des flux qui peut effectivement amener à produire des outils qui eux-mêmes après réutilisés et imposés aux opérateurs va donner du néo-taylorisme. Mais à la base, l'idée c'est quand même que les outils sont co-construits, les démarches sont construites, etc. Même si en pratique effectivement cet élément-là est relativement rare. Donc il y a cette dimension de l'amélioration continue qui est très très importante dans le lean et qu'en pratique, hein, on a beaucoup de mal à faire marcher. C'est un des problèmes sur lequel je vais revenir, mais qui est un élément central effectivement de cette pratique d'une manière générale. Bon, alors voilà, je ne vais pas le caractériser davantage, il y a des définitions, mais effectivement ici ça peut être un petit peu ennuyeux, mais il y a cette idée effectivement de chercher les gâchis, les temps qui ne servent à rien d'une manière générale, et on n'est pas forcément à tout prix dans l'optimisation du temps de travail. Si les slacks, ce qu'on appelle les slacks organisels, ont du sens, on devrait en toute logique les conserver dans le lean. J'ai bien on devrait, je parle au conditionnel. Voilà. Alors, pour faire simple, en pratique, on peut observer qu'il y a en gros 2 types de lignes aujourd'hui sur le terrain. Un ultra majoritaire, qui est ce que je propose d'appeler l'inoutil, hein, et effectivement, c'est ce qui a été, voilà, ce que tu as très très bien décrit. On est malgré tout dans la même logique de l'optimisation qui vient d'en haut. On a encore des bureaux des méthodes, l'expertise est un petit peu partagée, mais en fait c'est en gros globalement du néo-taylorisme, et on est sur la même logique, et on fait au contraire, on utilise des outils modernes pour chercher dans les moindres recoins les poches de sous-productivité, de sous-optimisation, etc. Et puis il y a un lean qui se veut plus participatif, qui défend l'idée du progrès continu, de la réflexivité, de la performance collective, et qui est donc, comme j'ai dit, dans ce rejet historique et tayloriste, mais celui-là il est plus rare à trouver, même si sur le papier il est davantage défendu, et ça a beaucoup de, par rapport à ceux qui s'intéressent au travail, effectivement, hein, vous voyez, le rapport autonomie-hétéronomie est très très différent quand on est dans l'un ou l'autre. La question de l'apprentissage organisationnel n'est pas le même, et la question du pouvoir d'agir des opérateurs n'est pas effectivement le même de la même manière. Voilà. Alors, moi le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui et qui m'a intéressé, c'est qu'il y a beaucoup de controverses sur l'impact que le lean peut avoir sur la santé au travail. En particulier en France, à l'international aussi, mais c'est peut-être en France où c'est le plus... Vraiment, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le nom lean a été très souvent abandonné. Effectivement, je ne connais pas un constructeur automobile qui ait gardé le mot lean aujourd'hui. Chacun, on s'appelle voilà, Renault, machin, Production System, quelque chose comme ça. On invente son nom, mais même si derrière on fait ça. Bon. Alors il y a une ambivalence sur les effets de la santé. C'est compliqué à mesurer hein, les effets de la santé sur la santé au travail du lean, parce qu'il y a des effets qui peuvent être à long terme. Vous pouvez avoir par exemple des troubles musculo-squelettiques qui ne vont pas avoir un effet tout de suite. Donc si vous êtes des intérimaires que vous changez tous les 6 mois, à la rigueur, le lean ne produit pas de dégâts dans ce cas-là. Hein. Il n'y a pas de problème puisqu'on ne le voit pas. Hein. Bon, voilà. Mais bon, il y a les problèmes de stress, évidemment, hein, qui peuvent, dont on sait que ça peut représenter quand même 3-4% du PIB mondial, donc c'est quand même pas rien. Alors pas le lean en général, hein, le problème du stress, bien entendu. Et puis, voilà, donc les problèmes de santé, effectivement, au lean peuvent être multiples et créer aussi derrière des contre-coups collectifs ou pour l'organisation. Alors, juste pour vous montrer rapidement, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais une des grosses études qui avait fait beaucoup on va dire, de buzz en France, c'est l'étude de Valère,
où il avait pris effectivement les données d'une enquête européenne, vous voyez, en définissant deux types de démarches, en les comparant, qui ont un point commun, vous voyez, hein, apprentissage de choses nouvelles, résolution de problèmes imprévus, autocontrôle sur la qualité du travail, ça c'est des éléments qui sont communs. Et puis, effectivement, on est une organisation apprenante quand on a de l'autonomie, en gros, et on est une organisation lean, ce que donc moi j'appelle lean outil, quand on est finalement plutôt dans un univers contraint, hétéronome, pensé ailleurs, etc. Alors, l'hypothèse, hein, vous voyez donc l'impact en termes de squelettique, vous voyez l'impact en termes de stress, tout ça, simplement, sauf que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des formes de lignes qui peuvent être apprenantes et à quelles conditions? Voilà, c'est ça ma question de recherche, est-ce que ça existe? Et même s'il n'y en a pas beaucoup, et à quelles conditions peut-on l'avoir? Voilà, ça c'est globalement les questions. Alors pour faire ça, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à ces questions, mais plus récemment, on a fait une grosse étude donc, soutenue par différentes institutions de la Bretagne. On a étudié 11 sites de production, il y a 637 salariés qui ont été interviewés, donc évidemment je n'étais pas tout seul, c'est du lourd. Et on a utilisé à la fois des données quantitatives et des données qualitatives, c'est-à-dire avec beaucoup de questionnaires aussi, en se basant sur l'enquête SUMER, qui est une enquête nationale importante sur c'est les mesures de l'exposition au risque pour les salariés d'une manière générale. Donc il nous sert de point de repère. On considère de manière un petit peu simpliste que quand on est mieux que SUMER, c'est bien, hein, même si c'est pas forcément, enfin c'est pour dire en tout cas on ne fait pas plus mal, ou est-ce qu'au contraire on est en dessous, et dans ce cas-là c'est pas bien. Hein, voilà. C'est une histoire d'avoir un point de repère, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de repère absolu. Alors, je le dis, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est qu'effectivement un lean participatif dans lequel le travail n'est pas subi mais co-construit pourrait être meilleur pour la santé. C'est ça l'hypothèse. Hein. Donc simplement, il ne suffit pas de décréter la participation pour qu'elle marche et qu'elle se produise. C'est toute la question qu'on a derrière. Alors regardez, là ici, vous avez sur les données quantitatives de l'étude une courbe en quelque sorte en U inversé. À 1,5 ici, ça correspond à des organisations qui font du lean outil. C'est-à-dire qu'on va utiliser des outils du lean qui nous permettent d'avoir vraiment des gains de productivité. Là, il n'y a pas de controverse là-dessus. Le lean en termes de gains de productivité, ça marche bien en général. En tout cas, dans les industries manufacturières, ça ne pose pas de problème. Vous avez un certain niveau de stress ici qu'on peut mesurer avec bon, l'indicateur d'IsoStrain. Je ne sais pas si besoin ce que c'est, mais c'est un indicateur. Et puis vous mettez en place des démarches participatives, et des démarches participatives qui n'ont pas vraiment pris, c'est-à-dire qu'il faut mettre des ressources, il faut dégager du temps, il faut qu'il y ait des animateurs, vous voyez, c'est au moment où on les pousse, et parfois ça dure plusieurs années, et bien là, vous avez le stress qui est beaucoup plus élevé, vous voyez, on passe d'à peu près un petit peu plus de 30 sur l'indicateur, en pourcentage de personnes en situation de stress, à pas loin de 55, hein, donc vous avez vraiment une grosse dégradation, c'est pas surprenant parce que en vertu de la théorie de conservation des ressources, vous prenez des ressources aux personnes, mais à ce stade, la participation ne leur apporte pas de ressources en compensation. Donc effectivement, on a un gain de stress. Alors ça, c'est des situations très fréquentes, 1,5. 2, c'est aussi très fréquent. Mais là, la situation qui va mieux, où effectivement le lean, enfin, la démarche participative apporte des ressources compensatoires, elle est beaucoup plus rare à trouver, c'est ce niveau-là. Et là, on retrouve un niveau de stress qui est même inférieur au niveau de référence qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est des données quantitatives, ça ne dit pas grand-chose, mais ça permet de valider l'hypothèse générale, si vous voulez. Voilà. Vous le voyez aussi sur les TMS, là c'est plus continu, tout simplement parce que assez tôt dans le lean, il y a quand même souvent un travail avec des ergonomes, un travail dans l'optimisation des flux, l'optimisation des gestes qui peut, aussi par la rotation, etc., faire qu'on peut déjà avoir une démarche de prévention des TMS. Mais c'est dans notre échantillon, qui est un échantillon très choisi. Hein. C'est-à-dire que nous, on a pris que des entreprises qui étaient dans l'intention de bien faire, c'est-à-dire qu'il y avait une attention salariée, des ergonomes, etc. Donc on s'intéresse déjà à un haut du panier, et dans ce haut du panier, vous allez voir, il n'y en a qu'une petite minorité, que j'affiche ici, un tiers, qui reste une situation totalement favorable, c'est-à-dire sans hésitation au niveau du comité de gestion de l'équipe. C'est-à-dire que même en ayant voilà, toutes ces conditions initiales, effectivement, on a du mal à trouver des organisations qui arrivent à appliquer ce lean, même participatif, de manière vraiment dynamique et en préservant chacun. Donc là, le tableau est un petit peu lourd à lire, mais effectivement, vous avez, vous voyez, par exemple, des situations
où vous avez une dynamique participative ici. Vous voyez, vous avez deux ateliers qu'on n'a pas compté dans les favorables, parce qu'effectivement, ça repose principalement sur le manager, c'est-à-dire qu'on est capable d'établir que si le manager s'en va, ben, le dispositif s'écoule. Pour illustrer aussi le propos, on s'est rendu compte qu'on n'a pas trouvé une seule entreprise dans laquelle tous les ateliers vont bien. C'est-à-dire qu'en général, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas parce qu'il y a un soutien de la direction, qu'il y a des conditions favorables et qu'il y a un mode d'emploi qui est bon qu'on arrive à l'appliquer partout. Voilà. Et donc, ça, c'est un élément effectivement extrêmement important à considérer. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc sa première conclusion d'étape, c'est qu'effectivement, avec ça, on valide que quand on y arrive, et encore une fois, c'est relativement rare, le lean participatif est plus favorable à la santé que l'outil, et même que des situations tayloristes classiques. Mais effectivement, le problème que l'on a d'une manière générale, c'est que quand on met en place dans les organisations des démarches participatives, on a entre 75 et 90% d'échecs. Effectivement, ça a d'ailleurs été rappelé tout à l'heure, bah, c'est pas effectivement facile de faire participer les personnes, c'est pas forcément facile de les aider, et même je pense à des entrepreneurs visionnaires comme Eugène Godin, donc, pour lequel vous avez fait un excellent livre, en fait, à vous raconter à quel point, j'ai pas été payé pour faire de publicité, mais j'ai beaucoup aimé dans ce livre à quel point on comprend quel mal il a dû se donner pour réussir finalement à donner, enfin à faire un rachat d'entreprise par les salariés, c'est le terme qu'on emploierait aujourd'hui, parce que les salariés n'y croyaient pas, ne voulaient pas effectivement cette idée d'être plus royaliste que le roi. Effectivement, quand on veut faire du lean participatif, il faut être un peu plus royaliste que le roi, et c'est difficile, ça suppose de passer les points d'étape et puis effectivement d'avoir des effets rétroactifs où effectivement on y arrive. Voilà. Alors, la question qui se pose maintenant, quand on regarde nos 6 ateliers pour lesquels, là, on n'a aucun doute sur le fait que ça se passe bien, et puis les autres, qu'est-ce qui fait la différence, hein? Encore une fois, on est dans des organisations qui sont plutôt saines, qui veulent bien faire, dans lesquelles on est dans du management plutôt bienveillant, dans lequel il y a une attention à la santé au travail, dans lequel on respecte le droit du travail, dans lequel il y a des syndicats, il y a un CHSCT, enfin, etc. Hein? On n'a pas pris, ça on l'avait déjà fait avant, hein, de prendre n'importe qui, là, la réponse, elle est connue. À quelles conditions ça peut marcher? Alors voilà, quelques facteurs d'échec et de succès que je vais commenter là maintenant. Premier facteur d'échec courant, ce que j'ai appelé la bureaucratie aveuglante. Vous l'avez par exemple chez cet équipementier qui était connecté à un gros constructeur français et chez qui, quand un salarié était absent le matin, pour que le directeur de l'usine de 600 personnes puisse faire venir un intérimaire, il fallait qu'il ait l'autorisation du siège qui était à Paris. Vous voyez, donc effectivement, et il fallait remplir quelques papiers pour y arriver. Ce qui fait qu'évidemment, entre le moment où on décide d'aller chercher, parce qu'on est comme on est sur des flux tendus, donc on décide d'aller chercher un intérimaire, et au moment où on y arrive, bah, il est trop tard, quoi, hein, le salarié est revenu, puis les autres ont eu le temps de se faire. Donc vous avez effectivement les démarches de lean, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'ailleurs beaucoup de lean agile ou ce genre de choses, bah, se heurte à la bureaucratie, il y a un antinomisme. Hein, et donc vous avez des organisations qui à la fois vont exiger du lean d'un côté, mais quand même vouloir profiter d'espèces de solidité, de la fiabilité qu'est censée apporter la bureaucratie. Et là, il y a effectivement un antinomisme qui peut être source de souffrance au travail, parce qu'effectivement, on est dans des injonctions contradictoires. Soit agile, mais remplis bien tous les formulaires comme il faut. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui peut poser problème. Deuxième catégorie générale qu'on retrouve, c'est quand sur la participation elle-même, on veut l'équiper, on veut l'aider, tout ça c'est très bien, parce que c'est pas facile de créer de la participation dans la durée, mais on met en place des processus tellement formalisés, ça devient des procédures. C'est-à-dire que là encore, remplir comme il faut le coupon le post-it, parce qu'il y a des post-it formatés sur les incidents, etc., dans le cadre de l'amélioration continue, le remplir correctement, le contre-signer est plus important que ce qu'on en fait, que la manière dont on va le discuter, la manière dont on va effectivement gérer les conflits de valeurs, les conflits du travail, enfin, comme dirait Yves Clos, effectivement, hein, les perceptions contradictoires sur qu'est-ce qu'est le travail correct. Et donc, là, la procédure passe par-dessus le processus, et du coup, bah, c'est une participation superficielle, d'apparence, mais en réalité, il n'y a pas de réelle participation voilà, dans la procédure. Troisième catégorie générale, c'est quand on a de la participation
qu'on rend obligatoire, qu'on force, mais qui est en fait superficielle, qui est une forme de, oui, de folklore, on pourrait dire, hein, une participation folklore. Alors vous l'avez par exemple parfois, où, vous savez, dans le livre, dans les temps de participation, il y a des moments, par exemple des prises de poste, autour de tableaux de management visuel, des choses comme ça. Et enfin parfois, parce que c'est compliqué, on laisse les machines allumées, donc il y a du bruit, donc en entretien, les opérateurs vous disent, bon, j'ai rien entendu, mais c'est pas grave, je pense à autre chose. Hein, voilà. Donc effectivement, vous avez une participation, formellement ça a eu lieu, on peut cocher que ça a eu lieu, mais bien sûr, il ne se passe pas grand-chose, puisqu'on ne comprend pas ce qui se dit et qu'on finalement renonce à participer. Quatrième facteur d'échec que vous pourrez lire plus en détail si vous avez le courage d'aller chercher les papiers détaillés, c'est ce que j'ai appelé le productivisme forcené. Alors, vous avez ça par exemple dans, vous savez, l'amélioration continue en japonais s'appelle Kaizen. Bon. Et alors, il y a certains consultants qui vendent un produit qui s'appelle le Kaizen Blitz, hein, ce qui fait évidemment référence à la Blitzkrieg. Le Kaizen Blitz, c'est quand même quelque chose d'assez, quand on y réfléchit en termes d'oxymore, c'est quand même assez intéressant parce qu'on vous dit, on va faire de l'amélioration continue, c'est-à-dire quelque chose qui se fait dans la durée, dans le pas à pas, dans la progressivité, mais blitz en même temps, hein, c'est-à-dire éclair. Voilà. Donc c'est en gros, évidemment, vous comprenez bien que si vous achetez du Kaizen Blitz, à des consultants qui sont payés en pourcentage des gains de productivité, bah, effectivement, vous allez avoir du néo-taylorisme, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, et les salariés qui se sont aventurés à participer bah, se sentent trahis, parce que même d'ailleurs Taylor avait identifié ce risque-là en disant, mais non, on va arrêter de payer les gens à la pièce, on va leur donner un salaire fixe, parce que sinon, ils vont avoir des stratégies de freinage, de défense, etc. Donc même Taylor l'avait compris, et effectivement, malheureusement, on a encore ce genre de pratique aujourd'hui. Cinquième catégorie qui fera un petit peu bascule avec l'autre catégorie, c'est les collectifs défensifs. On en a trouvé plusieurs, c'est-à-dire des collectifs qui sont suffisamment solides, alors soit par des appartenances métiers, parfois par des appartenances syndicales, pour lutter contre ce lean outil, mais qui pour autant arrivent à se préserver parce qu'elles arrivent à leur sauce, parfois d'ailleurs en étant mieux formées au lean que la direction et en faisant du lean contre les injonctions verticales, c'est-à-dire en faisant finalement du lean mais sans appliquer ce qu'on leur demande de faire, mais arrivent à atteindre des exigences de production qui leur permettent d'obtenir qu'on leur fiche la paix. Vous voyez, puisque finalement on est bon, vous n'allez pas nous embêter, en quelque sorte. Hein. Mais on ne fera pas ce que vous nous demandez. Hein. On va refuser complètement le prescrit qu'on trouve absurde, et donc ils arrivent à lutter, et ça on trouve ça dans quelques collectifs qui arrivent à se protéger comme ça par ces logiques communes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les quelques collectifs de travail où on a considéré que c'était un succès temporaire, hein, enfin en l'état, ou en tout cas tous les feux étaient ouverts, c'est-à-dire que la santé est préservée plutôt en amélioration, les gains de productivité attendus dans la logique de l'organisation de l'entreprise sont atteints, le lean et la participation surtout fonctionnent, bien en fait on a 6 grands critères cumulatifs qui, je le signale au passage, sont assez proches des critères qu'on trouve dans les études sur la réussite des transformations organisationnelles. Hein. On retrouve les premiers, en tout cas, sont les mêmes. C'est-à-dire l'engagement de la direction générale, on le retrouve comme critère général, donc pas très original ce que je raconte là, mais ça confirme l'importance de ça. La présence d'un sponsor de niveau intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va être dans une relative proximité, mais en même temps connecté à la direction générale, jouer un rôle de pousser, animer, réactiver, voilà, remettre, si vous voulez, accompagner cette transformation ou la démarche. Troisième point très important, la subsidiarité, on en parle beaucoup maintenant, hein, de la subsidiarité, mais c'est bien le fait qu'on va bien déléguer au niveau pertinent les latitudes pertinentes pour ce niveau. Parce qu'effectivement, si on doit, c'est un peu ce qui renvoie d'ailleurs à la définition du stress, hein, si on doit être confronté à des éléments stressants mais qu'on n'a pas les leviers, ben effectivement on n'est pas bien, hein, tout simplement. Donc le travail sur la subsidiarité et les frontières de la subsidiarité qui pose problème, hein, avec d'ailleurs un des obstacles à ça, c'est que parfois la subsidiarité pertinente au niveau organisationnel n'est pas compatible avec ce qui est pertinent au niveau juridique. C'est-à-dire que le niveau juridique implique que ça remonte plus haut pour des raisons de protection juridique et au niveau organisationnel, pour que ça marche, il faudrait que ça descende plus bas. Donc il y a une tension qu'il faut parfois gérer qui n'est pas évidente. Quatrième point, le fait d'avoir une ingénierie de la discussion, c'est-à-dire une ingénierie de la parole, c'est-à-dire où on va organiser le fait, hein, c'est des basiques, et ce dont se plaignent tous les entretiens qu'on a eus les salariés, c'est
J'ai fait une note il y a un an, j'ai toujours pas eu de réponse. Hein, c'est un classique, on entend déjà ça il y a 20 ans, hein, c'est pas nouveau. Mais effectivement, ça veut dire que dans le travail d'organisation, il y a à organiser que ces feedbacks ils vont bien avoir lieu, que les choses ne partent pas dans la nature, et il y a effectivement des outils qui permettent de faire ça. Par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle l'animation à intervalles courts, qui consiste à faire que dans un cycle de 24 heures, dans une organisation, vous avez une réunion niveau opérateur, puis ensuite ça monte 2 heures après à un niveau, si vous voulez, chef d'équipe, puis après ça monte à un niveau unité, et à chaque fois, soit c'est réglé, principe de subsidiarité, soit on ne peut pas le régler là, on fait remonter dans la journée à l'autre niveau, et si ce n'est pas réglé, le lendemain matin, c'est en comité de direction. Donc voilà, effectivement, du coup, vous avez une grande réactivité. On ne laisse pas les personnes avec des empêchements au travail et des contradictions. Alors, régler, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a tout de suite réglé, mais ça veut dire qu'on a une solution et qu'on va la mettre en œuvre et qu'on peut s'engager effectivement sur un délai. Et puis, dernier point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les 6 cas qu'on a trouvés pleinement satisfaisants, mais à chaque fois, les acteurs en fait se sont appropriés les outils, c'est-à-dire les ont détournés, réinventés, tordus, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont dévoyé une ligne, et c'est en le dévoyant en fait qu'ils l'ont respecté en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste importé un outil pensé ailleurs, à la lettre, mais ils ont co-créé un outil de travail, des outils qui peuvent d'ailleurs être revus régulièrement et qui correspondent à leur manière de travailler. Et dans ces conditions, effectivement, on peut peut-être avoir une situation où on va obtenir les gains de productivité attendus par le système, mais en préservant les salariés dans cette situation. Merci de votre attention.